Bah écoutez, merci beaucoup tous d'être là. Je suis très très heureuse de vous voir tous dans cette salle. Mais avant de commencer, je voulais vous dire, je ne vais pas parler de technique. Est-ce que vous le savez? Il n'y aura pas de langage, il n'y aura pas de framework, il n'y aura pas tout ça, tout ça. Vous avez possibilité de vous casser si vous voulez. Je vois au premier rang qu'il y en a qui sont motivés. Mais aussi, je ne vais pas parler de surcharge pondérale. On ne sait jamais si certains ont lu très vite le titre et sont venus. Ça non plus, j'en parlerai pas. Dommage. Avant de commencer, donc, je vais me présenter. Je m'appelle Estelle Landry. Je suis montpelliéraine. Je suis product owner dans une start-up. On est 12 dans le domaine de la publicité. Je m'intéresse énormément à l'UX, à l'expérience utilisateur depuis maintenant 5 ans. Je suis membre des Duchesses et j'en suis assez fière. On essaie de promouvoir un petit peu et d'amener plus de filles dans la tech. Donc si vous voulez en parler avec moi, c'est avec grand plaisir. Et je gère aussi à Montpellier le meet-up UX Flupa. Et comme Devox, à Montpellier, on essaie de faire une conférence sur les métiers du dev et sur tout ce que touche le développement. Et ça s'appelle Sonitech. Donc si vous avez envie de venir voir Montpellier et de venir découvrir une conférence au soleil, ben, je vous y invite avec plaisir. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne vais peut-être pas vous dévoiler de suite de qui il s'agit dans cette histoire, même si vous allez très vite comprendre que c'est de moi. Mais on va dire que je vais faire exprès de ne pas vous le dire, essayer de vous imaginer, de vous intégrer dans cette histoire-là, qui est la mienne. Donc, au tout début de ma formation, je suis sortie, j'ai fait du développement, plutôt du développement .NET, et je surkiffais ça. C'est vrai que j'aimais énormément l'algorithmie, j'aimais énormément tout ce qui était SGBD, bref, je passais énormément de temps à coder. Dans mon boulot, on me demandait toujours de rajouter des fonctionnalités. Alors ça pouvait aller des super fonctionnalités comme rajouter de la géologue, des choses comme ça, ou des fonctionnalités du style « ça serait pas mal de faire ça, tu trouves pas? Ce serait plus cool. » Ouais, si tu veux. Ou sinon j'avais carrément des gens qui venaient qui me disaient « ah ouais, certains utilisateurs, ils m'ont demandé que tu fasses ça. » Ouais, mais c'est pas moi qui choisis en fait, ouais, si tu veux. Ou encore j'avais droit à des « tu sais, pour valider ce prospect, là, il me faut absolument cette fonctionnalité-là. » Vous savez, le commercial qui vient vous voir à 17h et qui vous demande de vous rajouter ça pour un rendez-vous client le lendemain. Bref. Et vous avez aussi des personnes « et pourquoi tu fais pas ça comme ça ?» Ouais. Et le meilleur, ce bouton-là, il serait bien mieux dans une autre couleur et plus gros. Ah ouais, c'est vrai que tu gères la charte graphique, c'est toi? Non. Ah non. Bref. On a tous eu ce genre de questions. Et moi, dans ma boîte, au tout début, quand j'étais développeuse, un beau jour, on m'a demandé de faire une feature qui était, pour moi, la feature de trop. Vous savez, cette feature, cette fonctionnalité qui, quand vous la voyez, vous savez que ça va mal se passer. Et vous la regardez un peu plus intensément, et vous vous dites, mais comment je veux l'intégrer dans ma base de données? Comment je vais faire, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais fusionner des entités? Est-ce que je vais rajouter encore des tables et des tables? Bon, ça c'est un problème, mais après je me disais aussi, côté front, comment on va faire pour la rajouter? Où, quand, comment, pourquoi? On regarde, on se dit, il y en a déjà un peu partout, c'est un peu horrible, quoi. C'est un vrai site, hein, vous pouvez le trouver. C'est vrai, c'est vrai. Plus ça clignote, mieux c'est. Et du coup, moi, développeuse, je me suis dit, je vais aller peut-être t'en parler à mon lead pour savoir qu'est-ce que je dois faire, quoi. Qu'est-ce qui se passe. Au début, il m'a dit, écoute, tu peux faire de la réécriture si tu veux. Ouais, je suis pas sûre que ça va totalement faire le job, mais ok, on va réécrire. On va essayer d'améliorer certaines choses, d'avoir le code un peu plus clean. Ok, ça n'a pas suffi. Je pense que vous le savez tous, ça n'a pas suffi. Du coup, je suis allée le voir et il m'a dit, tu sais Estelle, si tu as des problèmes aussi, c'est parce qu'on a beaucoup de dettes techniques. Vous savez, ce buzzword qu'on vous dit quand ça ne va pas et que dans ces cas-là, il faut mettre stop sur tous les développements, il y a trop de dettes techniques. Donc on va la gérer. Ah ouais, super. Donc on essaie de rajouter quelques frameworks, on essaie de voir comment on peut faire, on essaie d'utiliser tel et tel langage, bref. Mais au final, malgré ces deux éléments qu'on a essayé de gérer, nous, dans l'équipe où j'étais, je me suis rendu compte que la complexité, elle continuait de grossir. Et c'est là où je me suis dit, mais finalement, il y a peut-être des complexités différentes.
Il existe la complexité accidentelle et la complexité essentielle. La complexité accidentelle, c'est celle que l'on crée quand on rajoute du code. Donc potentiellement, c'est tous les jours, quand on rajoute des lignes de code, on vient faire grossir cette complexité-là. Et il y a la complexité essentielle. Celle-là, finalement, c'est celle qui n'est pas reliée au code, mais c'est celle qui est liée au problème qu'on essaie de régler dans le logiciel qu'on est en train de faire. Potentiellement, plus on rajoute du métier, plus on essaie d'aider l'utilisateur et plus on va augmenter cette complexité essentielle. Et donc du coup, dans mon cas, je reviens à ce que je vous ai montré avant, je me suis dit, mais mince, même si on avait essayé de gérer cette complexité accidentelle, ma complexité essentielle, elle n'arrêtait pas d'augmenter, et de manière exponentielle. On rajoutait des fonctionnalités, et on ne savait plus quoi faire. Et c'est là où j'ai un peu cherché, je me suis dit, mais en fait, ça doit exister, ça doit être un phénomène courant. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est de la surcharge featurale. Mais je n'ai pas trouvé réellement de définition. Alors pour vous, j'ai fusionné deux définitions. La première, pour la surcharge, c'est une charge supplémentaire à la normale, de fonctionnalités implémentées dans notre SI, permettant à notre utilisateur de faire un traitement, potentiellement d'utiliser notre logiciel. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Vous faites forcément des applicatifs et forcément vous rajoutez des fonctionnalités. Moi, je me suis dit, j'étais encore dans ma boîte, c'était il y a quelques années, je me suis dit, peut-être que je peux aider, je peux peut-être alléger cette complexité-là. Et je me suis dit, écoute, s'il y a trop de fonctionnalités, supprime-en. Ça paraît un peu louche, parce qu'on a créé quelque chose de nos mains, donc on n'a pas forcément envie de le supprimer. Mais en y repensant, vous savez, ces fonctionnalités-là qui sont super difficiles à maintenir, mais que les utilisateurs n'utilisent quasiment pas, voire pas du tout. Ces fonctionnalités-là, je me suis dit, potentiellement, on peut peut-être les enlever pour alléger un peu déjà le code et aussi l'interface graphique. Je l'ai fait, c'était très très compliqué. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que supprimer des fonctionnalités, c'était très très difficile et ça allait très lentement par rapport au fait d'en créer. Et en plus, je vous laisse imaginer, moi, devant l'équipe de dev, en disant « les gars, super, j'ai supprimé 2 fonctionnalités aujourd'hui. » Voilà, ils ont fait cette tête-là. Genre, mais pourquoi tu t'es contente? Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a autre chose à faire. Et j'ai pris un exemple, j'ai vu dans la presse un exemple où une boîte a laissé mourir son application. Vous connaissez ce genre de site? Finalement, on y va potentiellement de temps en temps, ça existe toujours, mais ils se sont dit, on va laisser ça comme ça, on va faire autre chose. Je peux vous dire que ça a été un vrai projet avec succès pour une des boîtes qui s'appelle Fogbugs. Je ne sais pas si vous connaissez, cet outil qui permettait de traiter des tickets. Ça a quelques années. Ils étaient dans mon cas, c'est-à-dire qu'ils avaient un produit assez vieillissant, des technos vieillissantes, ils avaient rajouté plein de fonctionnalités, ça s'était un peu empilé de partout, mais ils ne savaient plus quoi faire et ils avaient du mal à le maintenir. Donc ils ont dit on stoppe tout, on va reprendre le besoin utilisateur de nos utilisateurs actuels, pas celui d'il y a 20 ans qu'on avait pris, et on va refaire un outil. Est-ce que vous savez quel outil je parle? Vous avez une idée? Trello? Ouais, exactement. C'est eux qui ont inventé Trello et qui se sont dit, finalement, nos utilisateurs, tous les tickets, etc., c'était bien, hein, mais peut-être que c'était un peu trop spécifique, et là, peut-être les gens sont passés à d'autres besoins. Et c'est comme ça que Trello est apparu. Morale de l'histoire, parce qu'il faut bien la finir, toute chose a une fin, et au final, il faut mieux laisser mourir vos applications. Vous êtes content avec la morale? Ouais? Il y en a, ouais, on laisse tomber, on recommence autre chose. Comme ça, je peux faire du vu, je peux faire des trucs sympas à côté. Alors, moi, j'étais contente jusqu'à il y a quelques temps, où je me suis dit, en fait, il doit forcément exister un moyen pour faire vivre mon application plus longtemps. Pourquoi on a des applis qui ne durent que 3-4 ans? Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, jusqu'à arriver au reportage sur France 5 de « Hyperconnecter le cerveau en surcharge ». Alors, c'est totalement rien à voir avec l'informatique, enfin un petit peu.
En fait, cette émission vous explique qu'au fur et à mesure que notre société a grandi, qu'est arrivé les ordinateurs, les téléphones, ben, le cerveau, on lui a rajouté de la surcharge au fur et à mesure, vos notifications par mail, les notifications sur votre PC, le PC après le travail, vous avez le PC de la maison, après vous avez potentiellement des tablettes, etc., etc. Et c'est vrai que si on reprend un petit peu il y a 20 ans, bon, on avait à peine un PC de foyer, voire le Minitel. Il ne nous embêtait pas, ça ne nous prenait pas beaucoup de charge émotionnelle. Si je revois il y a 50 ans, n'en parlons pas. Et 100 ans, il n'y avait rien qui existait à ce niveau-là. Et là, je me suis dit, je ne sais pas si vous arrivez à voir le lien que j'ai fait, mais je me suis dit, finalement, notre cerveau qui est en surcharge, ça ressemble un peu à notre application qui est en surcharge. Le fait de vouloir lui rajouter des éléments, c'est un peu comme nous, humains, où on nous a rajouté des éléments à gérer, des notifications, etc., etc. Donc je me suis dit, peut-être qu'une application, ça peut être carrément comparable à un humain. Quel silence. Et du coup, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais tu n'es pas psychologue. Non, mais dans ces cas-là, j'ai fait quelque chose. Je suis allée me renseigner au cœur de la psychologie, dans des vrais bouquins. Des vrais bouquins. La référence, merci. Alors, je troll un peu, mais j'ai quand même regardé tout ce genre d'articles pour gérer tout ce qui est quand l'humain est en surcharge, est en burn-out et n'arrive pas à gérer. Et ce que je vais vous présenter là, c'est un petit peu quelques bonnes pratiques qu'on nous conseille en cas de burn-out, que j'ai essayé de transposer pour notre applicatif. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. La première, qui est pas trop exceptionnelle, c'est partez d'une page blanche. Au tout début, quand vous êtes mal, virez tout ce que vous avez fait et reprenez finalement pourquoi vous vivez, où vous voulez aller. Et moi, finalement, ça m'a fait penser à quelque chose. Le Golden Circle de notre ami Simon Sinek, qui nous dit, avant de partir dans un produit, demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous le faites ? Donc potentiellement, quand on se demande pourquoi, c'est qu'on veut avoir notre but. Donc moi, ce que j'ai fait dans mon applicatif, quand je suis arrivée dans ma boîte, là, il y a 1 an, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive... La start-up était déjà... je vous explique un petit peu, mais la start-up était déjà lancée, ça faisait 2 ans, on n'avait pas beaucoup de clients, et je me suis dit, bon, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on va, pourquoi on le fait. Et je me suis retrouvée devant le Golden Circle à me dire, mais comment je vais essayer d'arriver à ce que ma société, moi, les utilisateurs, on arrive à définir le pourquoi. J'ai fait un cover story. Le cover story, c'est un atelier assez simple, où vous allez essayer de deviner pourquoi on parle de vous, de votre produit, dans 20 ans. C'est assez simple. Vous décidez de réfléchir sur un titre de l'article, une image de cover, les grands titres, tout ça. Et avec les personnes qui sont présentes à l'atelier, vous essayez de trouver à quoi va ressembler cet article de demain. Nous, on l'a fait avec Helium. On a beaucoup débattu parce que finalement, on s'est aperçu que toute l'équipe n'était pas forcément d'accord sur là où on voulait aller. Donc c'était très intéressant de comparer les points. Et on est arrivé à faire notre Helium on the cover et on a vraiment décidé pourquoi et où est-ce qu'on allait. Et ça, clairement, ça a été un petit tremplin, vous savez, où forcément, là, on s'est retrouvés tous ensemble autour de la table et on s'est dit, OK, on sait où on va, on sait qu'est-ce qu'on va faire. On va faire une plateforme dans la publicité qui permette de faire des publicités autant sur Facebook, YouTube, Snapchat, vos mobiles, tout. OK. On savait qu'est-ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Donc je reviens, on vient de définir le why et le how. Mais maintenant le what, c'est-à-dire le résultat. Qu'est-ce qu'on veut avoir réellement ? Ce sur quoi on va vraiment travailler, les fonctionnalités qui sont présentes dans l'application, c'est quoi ? Là, je me suis un peu dit, bon, c'est compliqué, on a déjà fait un premier atelier, je les ai vus assez dynamiques, peut-être qu'on peut renchaîner sur quelque chose aussi du X et un peu d'AJ. Et qui connaît les personas ici ? Bon, ça va. Je vais quand même reparler des personas. Un persona, c'est très simple, ça permet de
de personnifier votre cible d'utilisateur sur lequel vous voulez vendre votre produit. Donc, je me suis dit, c'est vrai qu'en UX, on fait pas mal de personas. Je veux toucher cette personne, cette personne, cette personne. Pourquoi ne pas faire un persona applicatif ? Pourquoi pas personnifier votre outil en un persona que vous pourrez en plus après afficher pour que tout le monde puisse savoir vers quoi vous voulez aller et comment va être notre application. Alors là, je me suis un peu amusée toute seule à faire ça, hein, c'était pas un vrai atelier. Mais potentiellement... Ah, j'avais oublié cette slide, excusez-moi. Donc les personas sont des outils d'aide à la conception, comme je vous ai dit, et de communication. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a deux buts, les personas. Quand vous les faites, vous pouvez du coup communiquer bien avec votre équipe en disant « Ok, cette fonctionnalité, on l'a fait pour qui ? Pour Jean, Jacques ou Sébastien ?» Et vous savez à peu près pour qui vous le faites et comment vous allez la faire du coup. Mais ça a aussi un intérêt par rapport à la communication dans l'équipe. Au moins, on sait à peu près où on va et pour qui on va faire notre outil. On a souvent des personas classiques de ce type-là en UX. La tête d'une personne, ses motivations, ses buts, ses frustrations, les applis qu'il utilise ou les marques qu'il a tendance à acheter. Ben là, pour mon applicatif, j'ai fait quelque chose d'un peu plus proche de l'applicatif. J'ai un peu changé tous ces blocs. Et j'ai fait Terra. Alors Terra, c'est le nom de notre produit. Je l'appelais l'Octopus. Parce qu'il veut gérer plein de choses chez nous. Il veut se connecter via des API à plein d'outils existants. Et j'ai défini son histoire, ses buts. J'ai défini qui l'utilisait. Et j'ai potentiellement aussi listé ses peurs, ses craintes. C'est quelque chose que finalement, c'est assez simple. On se pose, on se dit quelle va être notre appli et est-ce qu'on peut la personnifier pour lui apporter un peu d'humain et surtout pour qu'après, dans l'équipe, on ait un peu de communication. Donc ça, c'est une première chose et ça m'a aidé réellement. Ça a été affiché, c'est affiché dans notre open space. Et quand on a une nouvelle fonctionnalité, on se demande si Terra, l'Octopus, va bien le vivre. Est-ce que ça correspond à ses tentacules? Est-ce que ça correspond à lui, à son environnement? Donc finalement, partir de la page blanche, on l'a bien fait, c'est-à-dire qu'on sait où on va et on sait comment on va le faire et avec quoi. Du coup, je suis revenue à mes favoris, mes livres favoris, et j'ai essayé de trouver un deuxième conseil que nos livres nous prodiguaient. Et le deuxième conseil, c'était n'ajoutez seulement que les activités que vous aimez. Potentiellement, quand vous êtes en burn-out, au début de votre vie, vous essayez de rajouter vos amis, votre famille, et petit à petit, vous allez après reprendre un boulot, refaire du sport, etc., etc. Là, pour nous, notre applicatif, vous allez dire, c'est un peu bizarre ce que tu me dis là. Mais en fait, je me suis dit que dans l'agilité, on le faisait déjà un peu, avec nos sprints et nos définitions de features dans chaque sprint. Et ça, on le fait grâce à un tri de cartes, souvent. Est-ce que vous connaissez le tri de cartes? Vous pouvez me faire un petit signe, pour ceux qui connaissent. Bonjour. Alors, le tri de cartes, c'est assez simple. C'est que ce qu'on dit en agilité, c'est qu'à chaque définition de sprint, ou définition d'une roadmap, moi je l'ai pris dans ce cas-là parce qu'on n'est pas agile à 200%, on pratique l'agilité mais on n'est pas sur du Scrum ou du XP. Mais potentiellement, quand on définit notre roadmap, on pose avec nos utilisateurs toutes les fonctionnalités qu'on veut faire. Il y a le CEO, le CTO, des développeurs, le market, des utilisateurs, et on vient définir toutes ces fonctionnalités-là. Donc ça ressemble potentiellement à un amas de post-it, comme tout ce que fait les agilistes. C'est un troll, mais j'en fais, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on pose toutes ces fonctionnalités qui, pour nous, semblent intéressantes, utiles. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de les regrouper sous forme d'entités. Donc, il existe les tris de cartes ouverts ou fermés. Un tri de cartes ouvert, c'est quand il n'y a pas d'entité et vous le faites à la volée, ensemble, comme ça. Un tri de cartes fermé, c'est quand les entités sont déjà définies, par exemple campagne, utilisateur, créative et paramétrage, et vous allez essayer de placer chaque post-it dans la bonne entité. Et ça vous permet déjà d'avoir à peu près toutes vos fonctionnalités classées, donc ça vous dit un petit peu comment va être la navigation, potentiellement, et ça vous dit aussi que vous avez potentiellement l'ensemble de la roadmap posée devant vous. Et c'est pas si mal, parce que c'est vrai que souvent, quand on va voir certains sites, la navigation, c'est pas terrible, mais vraiment pas terrible. Et ça fait peur, parce que des fois, il y a 2 niveaux de navigation, il y a des titres partout. En plus, c'est en allemand, donc ça prend beaucoup de place. C'est énorme.
Et je me dis qu'eux, ils n'ont pas fait trop de tri de cartes, quoi. Ils se sont dit, bon, il y a ça, on le rajoute dans le menu. Il y a ça, on le rajoute dans le menu. Et puis il y a ça, bon, voilà. Vous voyez la suite. Ensuite, avec ce tri de cartes, je me suis dit, ça serait quand même intéressant de définir quelle carte a la plus de priorité. Là, tout simplement, il existe un système de dot voting où par personne, vous avez par exemple 6 points, vous avez 6 gommettes, si vous utilisez des gommettes, et vous allez attribuer ces gommettes aux tâches qui pour vous sont les plus importantes pour l'utilisateur. Et vous allez potentiellement, du coup, définir avec toute l'équipe quelles tâches sont plus prioritaires dans quelle entité. Et ça vous donne votre roadmap juste après. Il n'y a pas besoin de réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire après, avant, etc. On l'a fait tous ensemble, utilisateurs, CEO, CTO, tout le monde était là. Donc voilà, on a rajouté nos activités à notre page blanche. Ça, c'est fait. Tri de cartes. Si vous avez des questions, je pourrais les prendre après. Mais potentiellement, ça va. Du coup, j'ai recherché dans mes fameux livres. Et troisième point, ils mettent quand même au bout d'un moment, écoute, ils disent, bon, le livre ne servira pas non plus à te guérir, donc va voir un pro. Heureusement qu'ils disent ça, parce que des fois, c'est vrai que on se dit que les livres psychologie.com vont nous guérir, mais non, au bout d'un moment, non. Donc, tournez-vous vers un psy. Ben pour moi, le psy, c'est un UX designer, finalement. Le psy vous aide à trier vos idées, à l'ordonner, à savoir pourquoi vous voulez faire ça, quel est votre but. Ben, un UX designer, c'est pareil pour votre application. Ça va vous aider à trier les réflexions des utilisateurs, savoir laquelle est la plus importante, et potentiellement venir gérer vos priorités comme ceci. Donc je me suis dit, maintenant qu'on a fait notre application, on a défini toutes nos tâches, on l'a créée, on l'a développée, on l'a déployée, je vais utiliser mon UX designer pour savoir si on est bon, si tout ce que j'ai dit auparavant, ça a une vraie utilité, si les utilisateurs sont vraiment intégrés et sont compris. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 ateliers UX avec moi, donc potentiellement l'UX designer. Ces 3 ateliers UX, je vais vous en parler rapidement, mais c'est des ateliers que je vous conseille et j'ai fait exprès de prendre des ateliers qui ne coûtent peu cher en temps et en matériel. Et vous pouvez même le faire dans vos équipes de dev. C'est ce que j'ai fait la première fois pour mon application. Ce que je vous l'ai dit, je suis partie d'une start-up et potentiellement on n'a pas beaucoup de clients. Donc, qui dit pas de clients, je ne peux pas faire de tests sur des utilisateurs. Donc, je suis allée voir mes devs et j'ai fait « Vous voulez pas prendre 1 heure avec moi ?» Et ils ont tous dit oui. Donc là, je vais vous parler de tests qu'on a réellement fait avec l'équipe de dev. Le premier test, c'est le test des 5 secondes. Alors, c'est littéralement ça. Hein. Non, je rigole. Potentiellement, le test des 5 secondes, ça vous permet de valider si l'écran et le graphisme de l'écran que vous avez fait est compris très rapidement par l'utilisateur dès qu'il le regarde en quelques secondes. Le principe, il est très simple, la méthodologie est très simple, c'est que vous allez afficher un écran de votre plateforme ou de votre outil, potentiellement quelque chose qui est très important pour vous, et vous l'affichez 5 secondes à votre utilisateur, puis vous cachez. Et là, votre utilisateur va devoir dessiner ce qu'il voit ou ce qu'il a repéré. J'ai fait un test donc, avec nos écrans, et voilà ce que ça a donné. Au bout de 5 secondes, voilà. Il y a un des développeurs front, d'ailleurs, qui m'a dessiné ça. Et ça, c'est super important. Ça veut dire qu'en 5 secondes, il a déjà repéré la navigation et les regroupements fonctionnels de mon appli. Et potentiellement, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en 5 secondes, l'œil humain arrive à repérer ces blocs-là. Et si votre appli est bien conçue, normalement, c'est nickel. Il a bien su trouver ça. Et là, on le voit bien, on a la navigation, KPI et un tableau. Nickel. Ensuite, après les 5 secondes, vous allez dire, c'est fini. Non, on refait la même chose, mais on lui remet le même écran 10 secondes. Vous allez me dire, il n'a pas beaucoup complété. Mais si, potentiellement, il a bien complété parce qu'il a trouvé les actions principales. Les actions, vous savez, sur nos écrans qu'on a tendance à cacher dans un coin ou pas mettre assez en valeur, là, au bout des 10 secondes, il doit savoir les repérer. Parce que c'est crucial quand vous êtes sur un écran de savoir quelles vont être les actions que vous pouvez faire. Potentiellement, rajouter une ligne, et c'est tout ce qu'il a trouvé d'ailleurs. Et ici, quelques lignes, sur les lignes, il a vu des actions de suppression.
Et ensuite, on le refait une dernière fois avec les 15 secondes. Là, c'est le plus important et c'est le plus intéressant parce que c'est souvent là où l'œil, finalement, va trouver des couleurs, va trouver les actions secondaires et va comprendre à quoi sert l'écran. Parce qu'avant, il ne savait pas à quoi ça servait, il a juste vu les blocs. Et là, il commence à comprendre. Et vous avez vu, il a même trouvé les éléments de couleur qui ressortaient bien, donc sur nos actions primaires et secondaires dans la liste. Il a fini de construire sa navigation et il a même vu des tabs qui étaient juste en dessous des KPI. Donc il sait potentiellement que son écran, c'est un dashboard. Bon, c'est dans le domaine de la publicité, donc je ne vais pas aller plus loin, mais c'est un dashboard où il peut avoir des actions sur sa campagne publicitaire. Parfait. Ça, c'est un vrai test des 15 secondes réussi. Il a trouvé notre navigation, les regroupements, les actions primaires et secondaires. Je vous invite à le faire. Vous rentrez lundi, ou non pas lundi du coup, c'est férié, mais vous rentrez mardi et vous prenez un des écrans chez vous et vous prenez 3 développeurs ou 4 et vous leur donnez du papier blanc et vous dites « Allez, vas-y, 1, 2, 3 ». Et vous regarderez si vous avez cet ordre-là qui ressort. Ensuite, deuxième exemple de méthodologie UX. Je pense que vous le faites déjà chez vous, mais je ne vais peut-être pas vous réinventer la poudre. C'est les tests utilisateurs non guidés. Alors, il y a un super comic strip dessus, où en gros, la ménagère dit « Ben voilà, ça a planté », et les gars derrière qui disent « Eh merde, les gars, l'appli passe pas les tests de la ménagère, ben, il va falloir repenser l'UX ». Ben, potentiellement, c'est ça les tests utilisateurs. Vous définissez un scénario, vous prenez un utilisateur, vous lui expliquez pas du tout les écrans, vraiment, vous lui dites rien, et vous lui dites « Ben voilà, madame ou monsieur, je vous ai fait ce listing, il faut faire ces actions, prenez mon PC et allez-y. » Et là, c'est super important. Il faut être derrière cette personne-là. Il ne faut pas du tout l'aider. Tant pis, mais oui, il ne faut pas du tout l'aider, il ne faut rien lui dire. Et il faut remarquer les clics qu'elle va faire, la position de la souris, voir sur quoi elle va buter. Est-ce qu'elle a bien compris que le placeholder, c'est un placeholder, par exemple, toutes ces conneries comme ça. Et voir si elle arrive à le faire simplement. Et ça, je vous avoue, c'est très simple à faire aussi. Et c'est ultra révélateur si l'appli est facilement si on peut facilement la prendre en main. Et dernière chose, ça c'est plus quand vous voulez vous lancer sur le marché pour savoir si votre outil est bon ou pas, c'est la complétion de phrases. C'est très simple, vous pouvez même le faire par mail. Vous donnez un accès gratuit à votre plateforme. L'utilisateur, potentiellement, va venir faire 2-3 petites choses. Et après, vous lui envoyez ça. Merci beaucoup, est-ce que tu peux nous remplir juste ça? C'est juste des phrases avec des trous. Alors nous, notre appli s'appelle Terra, donc utilisez Terra, et vous le laissez remplir. Et au fur et à mesure, ça va vous faire un nuage de champs lexical sur votre application, et vous allez pouvoir voir pourquoi votre outil est aimé, pas aimé, ou au contraire, quelles sont ses forces, quels sont ses freins, pourquoi il est utilisé ou pas. Et c'est très rapide, et ça coûte pas grand-chose non plus. Après, je voulais pas trop en parler et j'avoue que je vais quand même vous en parler parce que j'aime beaucoup cet atelier. J'en ai parlé aussi dans une de mes anciennes conférences que j'avais données sur l'UX à sauver mon DevOps. C'est que, en fait, là vous allez me dire, ok, c'est bien Estelle, grâce à toutes tes méthodologies, grâce à tout ça, tu nous as donné plein de choses pour avoir plein d'éléments sur tes utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils aiment pas, etc. Mais moi, dev ou PO, comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est bien maintenant à faire ? Parce que c'est bien d'avoir tout ce qui ne va pas, mais comment je vais faire pour que ça aille mieux? Et ça, il y a vraiment un atelier que je vous conseille qui s'appelle les 6 chapeaux de Bono. Est-ce que vous le connaissez? Petit coucou? Ouais, d'accord. Coucou. Oui, parce qu'il y a toujours 2 personnes qui font coucou. Hein. Je ne fais pas coucou dans le vide. Les 6 chapeaux de Bono, en fait, je vais en parler rapidement, mais c'est clairement l'atelier que j'adore le plus. Quand vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à gérer, qui est impossible, qui est dans l'équipe technique même compliquée, vous mettez tous autour d'une table, vous prenez vos utilisateurs aussi, voire pas du tout. Nous, c'est vrai que des fois, je les fais sans utilisateurs. Et votre problématique-là, vous allez essayer de la passer sur ces 6 chapeaux. Vous prenez au début le chapeau des émotions, de la neutralité, et vous allez, sur cette problématique-là, définir tous les éléments factuels, tous les chiffres, toutes les informations que vous avez. Une fois que vous avez levé ça, vous prenez le chapeau des émotions, et là, vous balancez tout ce que vous avez à dire, toute votre émotion, toute votre frustration. Je comprends pas pourquoi l'utilisateur il l'a pas vu, mais il est bigleux, et moi, tu regardes, j'ai mis une super couleur, ça doit se voir. Voilà, là, vous y allez.
Et ensuite, vous prenez créativité, où vous essayez de penser à toutes les solutions possibles que vous avez déjà à l'idée, mais que potentiellement ça va venir avec tous les gens autour de la table. Avec le pessimisme et optimisme, vous essayez de savoir si c'est sur chaque solution les côtés positifs et négatifs de chacune. Et la dernière, organisation, vous ne quittez pas l'atelier tant que vous n'avez pas défini un battle plan pour savoir ce que vous allez faire après. Est-ce que certaines solutions sont OK? Est-ce que vous voulez faire des POC? Est-ce que vous voulez carrément faire intervenir un UX? Est-ce que vous voulez carrément faire un atelier utilisateur? Vous ne partez pas tant que ça, ce n'est pas défini. Et c'est clairement l'atelier qui vous permet de trouver plein de solutions à toutes les frustrations que vous avez listées auparavant. Je l'ai fait un petit peu moi chez moi parce qu'on a la création de campagne qui était vraiment très difficile. Créer une campagne de publicité, je pense que vous le savez déjà, mais il y a plein de paramètres spécifiques. Donc du coup, on a fait l'atelier. Je vais le passer rapidement, c'est dans mes slides, mais potentiellement, ça ressemble à ça à la fin d'un atelier de 6 chapeaux de Bono. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, que j'ai vue dans les livres, qui est assez, on va dire, triviale, évitez toute surcharge future. Merci, magazinepsychologie.com. Donc potentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen d'automatiser les retours qu'on peut avoir de nos utilisateurs et potentiellement d'avoir des alertes en mode ton application, elle tourne mal, attention, attention. Et cette partie-là, je vais vite fait vous en parler parce que j'ai pas encore pu mettre les mains dedans et j'ai pas encore pu implémenter tout ça. Mais si je devais faire quelque chose qui soit automatisé et qui puisse me renseigner sur l'utilisation de la plateforme, je mettrais en place quelques petits outils d'analytics. Alors nous, c'est une plateforme web, donc potentiellement, je peux greffer quelques petits outils. Donc le plus vieux des vieux outils Web Analytics Tools, mais aussi des heatmaps. Les heatmaps, c'est super intéressant, ça vous permet de voir le parcours de la souris d'un utilisateur sur chacun de vos écrans. Voir les clics, où est-ce qu'il s'est arrêté, combien de temps il est passé sur l'écran. Et ça, c'est de l'or. Pour nous, PO, UX, ou même pour vous, Dev, c'est de l'or de voir qu'un utilisateur n'a pas scrollé jusqu'à la fin de la page et n'a pas vu le bouton Next. Et du coup, il n'a pas pu aller voir le bouton Next, du coup, il s'est dit « Ah, c'est de la merde l'appli, je la kill. » Voilà. Comment ruiner votre expérience utilisateur. Donc ça, clairement, je vous conseille. Je n'ai pas encore mis en pratique, mais j'espère bientôt. Ça peut vous sortir des chiffres tels que le nombre de users actifs, le nombre de temps qu'il a passé sur l'écran, potentiellement les taux de rebond, le taux de conversion. Bon, je pense que vous le savez comme moi, et si vous voulez, on peut en discuter un peu après. Et Hotjar, ça ressemble un peu à ça. C'est des cartes où on voit où est-ce qu'est passée la souris, et en rouge, potentiellement, où est-ce qu'il a cliqué. Donc là, en l'occurrence, on voit que c'est un peu fouillis en termes de cet écran, mais par contre, il a bien vu le bouton d'action en haut. Voilà pour cette partie. Je vais passer au bilan, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, c'est quand même assez intéressant de savoir comment on a réussi à passer d'étape en étape et à faire cette transposition. Mais d'abord, je voulais vous dire pardon. Pardon, parce que vous pensez peut-être que je me suis un peu droguée avant d'avoir fait cette présentation, mais ce n'est pas le cas. Et j'espère que vous avez compris cette démarche-là. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions sur cette démarche-là, je veux bien y répondre. Mais revenons à notre résumé. Les 4 piliers que je vous ai présentés de la simplification, finalement, je peux le résumer assez rapidement. Le premier qu'on a fait avec Simon Sinek, c'est-à-dire qu'on a essayé d'analyser. On a essayé de comprendre pourquoi et comment on allait aller vers notre but. Ensuite, on a défini, on a généré des idées. Avec ces idées, on a essayé de faire des petits prototypages et du test, grâce à nos exemples de UX de test. Et à la fin, on a essayé d'avoir du feedback sur toute la partie Hotjar ou même Analytics. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais potentiellement, il y a une partie qu'on a fait avant que l'outil sorte, une partie que j'ai fait au moment de du développement du produit, et une autre partie que j'ai pu faire après le déploiement. Et ça, c'est clairement, et je ne l'avais pas vu au départ, du design thinking. Le design thinking, c'est assez simple. C'est une approche dans l'UX qui consiste à dire que pour bien concevoir le meilleur outil possible, on doit passer par 5 phases. La première phase d'empathie, pour bien comprendre mon utilisateur. La deuxième phase, la phase de création du projet.
La troisième phase, la phase de génération d'idées. La quatrième phase sur le prototypage. Et le dernier sur le test. Ça correspond bizarrement à ce qu'on a fait. Et tout ça, ça peut se faire de manière itérative. C'est-à-dire que même si vous êtes sur un projet qui est déjà existant, vous pouvez faire un passage, revenir, etc. Donc juste pour vous faire un petit rappel, l'UX c'est une philosophie, le design thinking c'est une approche, et tous les ateliers que je vous ai montrés, c'était les méthodologies que j'ai appliquées. On n'en parle pas assez de ces mots qui sont très compliqués, mais voilà, je voulais vous faire une définition rapide. Donc potentiellement, ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Que vous soyez dev, designer, je vous ai donné plein de bonnes pratiques et vous pouvez les faire dès maintenant. À vous de le faire, d'ailleurs. La simplification, vous l'avez vu, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut le faire en amont, pendant le projet et même à la fin. Il faut y revenir. Il ne faut pas laisser une appli en prod et se dire bah, c'est bon, le travail il est fait. Et ce que je vous dirais, c'est que potentiellement la simplification, c'est complémentaire et ça va avec l'UX. En fait, on essaie de gérer et de lever toutes les frustrations de nos utilisateurs. Merci à tous. Merci. On a encore un peu de temps pour des questions, mais je sais que vous avez sûrement faim. Et vu qu'hier, il n'y avait pas trop de sandwich, je comprendrais totalement que vous veuillez aller chercher votre nourriture. Mais est-ce qu'il y a des questions quand même? Ouais, dis-moi. Pour les sandwichs, on va faire des checkbox sur vos badges, donc ça sert à rien de courir. Ah, bon ben vous pouvez rester. On va vous faire des checks sur les badges pour les sandwichs. Donc vous ne pourrez pas en reprendre 2. Donc potentiellement, les gens qui ont fait ça hier, ça devrait aller. Ouais. Les tâches à développer. Et moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que tout le monde a les mêmes qualifications, les mêmes compétences pour savoir prioriser les tâches où une vraie business value ciblement pour faire vivre la société? Ça marche. Donc si je répète la question pour la vidéo et pour les gens qui n'entendent pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent, alors comment, est-ce que c'est bien d'avoir tous les gens autour d'une table pour potentiellement définir les priorisations d'un produit alors qu'ils ne sont pas tous au courant de tout sur le produit, c'est ça? Écoute, si c'est bien. Par contre, ça te fait des discussions interminables. En fait, ce qu'on a remarqué quand on l'a fait nous, c'est que le CEO avait une vision du produit, le marketing avait une vision du produit, les développeurs en avaient une autre, moi encore une autre. Et en fait, ce qui arrive dans cet atelier-là, c'est qu'au tout début, on pose plein de post-it, et quand on regarde, on se rend compte qu'on est parti sur complètement des chemins complètement différents. Et c'est là où en fait c'est intéressant, c'est qu'en fait il faut vraiment confronter les idées. Et il faut se mettre d'accord. C'est pour ça que le cover story que j'ai fait avant était ultra important, parce que potentiellement on savait exactement où on voulait aller. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué, et il faut aller à la confrontation. Et chez nous, tu vois, par exemple, c'est le CEO au bout d'un moment qui a dit « Écoutez, la vision produit, c'est ça, vous êtes en train de débattre, mais potentiellement, ça, c'est déjà validé. » Et c'est là où aussi on se prend des freins et où on se remet tous autour de la table et on dit « Ok, d'accord, on va aller dans ce sens-là, et on y va à 200%. » Mais au moins, tu vois, c'est posé, c'est clair, c'est défini, et même si on a mis 3 heures sur un tri de carte, on ressort un peu grandi. Même si certains sont frustrés, comme moi. D'autres questions? Ouais, vas-y. Tout ça pour parler au micro. Hein. La prochaine fois, il faut donner un talk. Hein. 1, 2, 1, 2. Alors, vous avez parlé des tests avec les devs. Ouais. Les 5, 10, 15 secondes. Ouais. Mais est-ce que ça biaise pas un petit peu... Biaisé? Oui, est-ce que ça biaise pas un petit peu le test, justement, de mettre des professionnels du développement applicatif? C'est-à-dire que moi, je pense que je vais pas avoir tendance à regarder les mêmes choses sur une page que ma mère, mon frère, ma sœur, enfin, peu importe, qui ne sont pas dans l'informatique, quoi. En fait, c'est une très bonne question. On m'avait déjà posé et j'avais galéré à répondre. Mais clairement... Désolé. Ah non, mais c'est bien. Ça veut dire que c'est une très bonne question. Clairement, tu vas avoir des personnes qui vont être biaisées par rapport à leur travail et à ce qu'ils font. Le test que je vous ai montré, il y avait une liste, il y avait un tableau. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai un de mes collègues qui ne jure que par Excel. Donc quand j'ai fait ce test-là avec lui, il n'a rien vu du dessus, il a juste vu le tableau. Toutes les actions, les libellés, il m'a même détaillé les KPI à l'intérieur, il a tout fait. Mais clairement, ça, tu vois, c'est quelque chose que quand je l'ai fait, je me suis dit, ok,
Chaque utilisateur, tu les prends pour une raison et il faut le remettre dans le contexte. Et lui, ses retours, potentiellement, je les ai mis de côté parce que je me suis dit que mes utilisateurs n'allaient pas être comme lui. Après, dans mon outil, j'ai envie que ça soit user-friendly. C'est-à-dire que j'ai envie que même la personne qui ne connaît pas le métier, on a un de nos personas, c'est vraiment la personne qui ne connaît pas la publicité, ben j'ai envie aussi qu'elle puisse prendre en main l'outil. Et même si ta maman vient faire ce test avec moi, ben je serai très contente parce que potentiellement, c'est une de mes cibles. Quelqu'un qui ne connaît peut-être pas trop l'informatique et qui connaît encore moins la publicité. Donc ça dépend, en fait, la réponse, elle est assez spécifique à toi et à ta recherche. Potentiellement, il faut prendre des gens qui sont dans les mêmes ciblages de ces utilisateurs, tes mêmes personas. Les devs, je les prends parce que je sais que dans la publicité, on a énormément ça s'appelle des traders, on a énormément de personnes qui connaissent très très bien les applis sur les bouts des doigts. On a des très très experts sur les niveaux. Donc du coup, je me dis que c'est bien que je prenne des devs, justement. Et faites-le, dernier petit conseil, faites-le parce que moi, j'ai eu des devs qui étaient potentiellement perdus et qui avaient du mal à avoir carrément la navigation, quoi. C'est assez troublant. 5 secondes, ça passe très très vite. Et vous pouvez même le faire vous-même, vous verrez, c'est assez difficile. Il y a d'autres petites questions? Il y a toujours le micro, si vous voulez parler au micro. Allez-y, c'est cool. Hein. En plus, on n'est pas beaucoup. Bah, écoutez, je suis disponible toute la journée et merci encore pour votre venue. Et n'hésitez pas à mettre un petit truc feedback pour ce que vous avez aimé ou pas aimé, afin que le talk soit encore mieux. Merci beaucoup.